Et bonjour à tous. Je m'attendais à ce que la musique reprenne plus tôt. Bonjour à tous. On est mercredi matin. C'est grosse fatigue. Donc ce sera un stream qui sera sponsorisé par de la boisson énergisante. Je sais, c'est pas bien le matin. Je sais, faut pas boire ça. Je sais, c'est plein de produits chimiques. Je sais bien. J'aime pas le goût du café. Des os, c'est pas tous les jours. Et c'est pas au réveil. On est ensemble jusqu'à 11h. On va faire du code de la route sérieusement aujourd'hui. On va essayer en tout cas. Pourquoi sérieusement? Parce que je me rends compte qu'on fait beaucoup de questions, mais qu'on fait pas beaucoup de cours. Et ce serait pas mal d'aller un peu plus loin dans la précision dans les questions, et que je n'ai pas une approche sur toutes les questions en mode je sais pas. Rufus resub x8, et oui, merci pour ton resub que tu as fait hier, merci beaucoup. Je crois que c'est toi le plus ancien, hein. Je crois que c'est toi qui as l'ancienneté max. L'ancienneté max, et au niveau des badges, il y aura un badge 9 mois, mais je dis pas encore ce que c'est. Ce sera la surprise. Du coup, on va faire un petit peu de cours, et puis on fera aussi un petit peu de questions de code, évidemment, mais on n'en fera pas 50 aujourd'hui. Quel bonheur. Et coucou Lika, comment ça va aujourd'hui? Je vais passer de 9 de tension à 12, ça va être magnifique. Circulation conducteur. Ah, c'est très austère comme présentation pour les cours, là. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Mécanique, équipement. Ça, c'est une catastrophe, par exemple. Éléments. Waouh! Ah oui, tout ça. Les pneus. C'est dommage qu'il n'y ait pas la lecture aussi... parce que ça fait vraiment austère la présentation des cours de code, comme ça. Les pneus sont les seules surfaces de contact entre la voiture et la route. Oui, oui. Lorsqu'ils sont neufs, la profondeur des sculptures est d'environ 8 mm. Les dessins destinés à évacuer l'eau. Parfois plus, lorsqu'il s'agit de pneus hiver. Chaque voiture est prévue pour recevoir un nombre limité de dimensions de pneus. Je dois me référer au manuel du constructeur pour vérifier les dimensions autorisées. C'est Canadien. Merci beaucoup. Je te donne un peu de sel pour ton code de la route de MDR. Merci beaucoup pour tes 100 bits, Rufus. C'est super gentil, merci. C'est pas du sel, ça c'est très bien, c'est du sucre, c'est cool, merci. Non, ça va le faire ce matin, le code. Toujours aussi cassé la langue en morceaux, mais ça va se réparer. Et ben, c'est tout ce que je te souhaite.
Tout ce que je te souhaite. Pas facile comme période, quoi. Pas facile, pas facile. Sur un même essieu... Oui, il est composé de 2 roues avant. Les pneus doivent être de même marque et présenter les mêmes caractéristiques. La différence d'usure ne doit pas excéder 5 mm. Ok. Avant chaque départ, je fais le tour de ma voiture pour vérifier l'absence de défaut visible sur l'un des pneus. Je recherche un défaut ou un objet enfoncé dans la sculpture. Ernie, c'est une bosse, craquelure et en taille. Un objet enfoncé dans la sculpture. Dans ces cas-là, je ne l'enlève pas, je remplace là où oui, parce que sinon ça va complètement crever. J'étais à 13,9 sous anti-hypertenseur quand j'étais à l'hosto, donc bon, profite de ta monster. T'inquiète pas, je profite, je sais que j'ai pas trop de soucis au niveau tension et que j'ai plutôt tendance à faire... Enfin, j'ai plutôt tendance... Avant, je faisais plus de tension et maintenant, ça va beaucoup mieux, donc faut croire que je suis moins tendu. Du coup, bah ouais, je peux me permettre de prendre ça. Maintenant, ça passe. Je te donne peut-être l'information, le Rufus, puisque tu ne dois pas avoir le son. Hop, Rufus. On discute Monster, là. Hop. Tac. Voilà. Une usure prononcée ou irrégulière de la bande de roulement, donc des sculptures, oui. Un feston d'un pneu, synonyme d'une pression très insuffisante. À boire. Petite saignée latente sur ton bras. Si la roue de secours est accessible, je n'oublie pas de la vérifier également. Une roue de secours dégonflée a peu d'intérêt. Ça, c'est pas faux. Mais dans ces cas-là, pourquoi on met des roues de secours de très mauvaise qualité? L'usure des sculptures et les témoins d'usure. Les sculptures doivent avoir une profondeur d'au moins 1,6 mm. Alors là, déjà, ils m'ont perdu. La profondeur des sculptures est d'environ 8 mm lorsqu'ils sont neufs. Ok. Les sculptures doivent avoir une profondeur d'au moins 1,6 mm. Ok. C'est 1,6 mm minimum, 8 mm quand c'est neuf. En dessous de cette valeur, l'eau risque de ne plus être évacuée correctement. Ça va faire comme les voitures de Formule 1. Quand elles ont des pneus lisses. Surtout à vitesse élevée, en gros, ça tient que dalle, quoi. Elle soulève alors la roue, l'adhérence devient quasi nulle, c'est le phénomène d'aquaplaning. Et oui. J'ai fini mon QCM et je peux toujours pas mettre le son, déjà que le fait que j'appuie sur mes touches, je suis cramé avec le son. Ah, t'es pas à l'école non plus. T'es pas à l'école non plus. Hop. Hop, tac, tac, tac. Voilà. Les témoins d'usure sont visibles au fond des sculptures principales. Ils forment un petit bourrelet de caoutchouc qui mesure également exactement 1,6 mm. Au fond des sculptures principales. Un petit bourrelet de caoutchouc. D'accord, ça c'est le truc pour vérifier l'usure. Alors, les témoins d'usure sont visibles au fond des sculptures principales. Ouais, ils forment un petit bourrelet de caoutchouc qui mesure également exactement 1,6. C'est les petits picots là? Des repères sont placés sur les flancs des pneus au niveau de ces témoins. Oui. Non, non, c'est pas du tout ça. Au niveau de ces témoins, il peut s'agir d'un triangle de l'indication TWI, ou enfin limite, de l'indication TWI ou du logo du fabricant. Si les sculptures arrivent au niveau de ces témoins, il est largement temps de les remplacer. D'accord, c'est à l'intérieur, ouais, ok. Les deux pneus d'un même essieu se remplacent généralement en même temps, même si l'un d'eux est moins usé que l'autre. Ok. Les sculptures s'usent au fil du temps, plus ou moins vite selon le type de conduite. Une conduite nerveuse rapide avec peu d'anticipation est très gourmande en pneus. La pression doit être contrôlée de préférence à froid, pour qu'elle soit juste, quoi. Qu'on ait un repère fixe aussi. On va utiliser un appareil équipé d'un manomètre, bien sûr, d'un manomètre, qui me donne la pression en bar. Un bar, ça fait de la pression. Ah oui. Je vérifie la pression de gonflage des 4 roues sans oublier la roue de secours si mon véhicule en est équipé. Alors, je vois rarement les gens contrôler la pression de leur roue de secours. Ils ont certainement tort, mais... Il doit être conforme à l'étiquette de gonflage qui peut se trouver dans la portière conducteur ou dans la trappe de carburant. Okay. Si je ne la vois pas, je suis sûr de la trouver dans le manuel d'utilisation de la voiture. Ok. Si ma voiture était stationnée en plein soleil, ou si je dois parcourir plus de 3 km avant d'arriver à la station de gonflage, j'ajoute 200 grammes à la pression recommandée.
Quelles que soient les conditions, je ne dois jamais gonfler les pneus de ma voiture à une pression inférieure à celle prévue pour le constructeur. Même en cas de pluie, neige, verglas. Oui, d'accord. Mais ça, j'avais déjà une question, il ne faut pas sous-gonfler. Très bien. Le sous-gonflage d'un seul pneu peut rendre la conduite dangereuse. À chaque tour de roue, un pneu mal gonflé s'écrase sous le poids de la voiture. Cette déformation provoque un échauffement qui peut entraîner son éclatement. Surtout si la voiture est chargée et que l'allure est soutenue. Ok. Même sans aller jusque-là, un pneu insuffisamment gonflé s'use plus vite et de façon irrégulière. Cela nuit aussi au freinage et à la tenue de route. Ok. A l'inverse, un pneu trop gonflé a peu de risque d'éclater, mais il s'use aussi plus rapidement, à moins d'adhérence, et nuit au confort des passagers. Attention, un pneu n'est jamais totalement étanche, c'est pourquoi sa pression doit être vérifiée tous les mois. Oui, ça je me souvenais. La plupart des véhicules récents est équipé d'un système qui détecte un sous-gonflage, mais certains systèmes ne sont pas totalement fiables. Ils ne se déclenchent pas si la pression baisse simultanément sur les deux pneus d'un même essieu. Ok. Ils s'activent lorsque la pression a déjà baissé sensiblement. Je vais donc vérifier la pression régulièrement, même si ma voiture est équipée de ce dispositif. Ça j'avais déjà vu. Pour conduire avec une voiture lourdement chargée, le constructeur recommande généralement de surgonfler les pneus de 300 grammes. Cela augmente la résistance des pneus à l'éclatement et à l'usure. Pour en être sûr, je consulte l'étiquette de gonflage ou la notice. Ok. Le défaut de parallélisme, les vibrations dans le volant. Oui, là, j'avoue qu'il y a un gros souci. Là, on n'a pas les 1,6 mm. Hein. Clairement, on n'a que dalle. Si le volant de ma voiture vibre aux alentours de 110-130 km/h, pas avant et pas après, c'est qu'une de mes roues a un problème d'équilibrage. Ah ouais. Une des masses fixées à la roue a dû se retirer. Ce n'est pas très dangereux, mais je fais contrôler ma voiture assez rapidement. Une des masses fixées à la roue a dû se retirer. Une des masses fixées à la roue a dû se retirer. Une masse fixée à la roue. C'est quoi une masse fixée à la roue? Je googleise parce que là je comprends pas ce qu'ils me disent. Masse, roue. C'est quoi une masse? Masse de roue. Le lestage par les roues, c'est un système de lestage? Faut-il ajouter des masses ou lester mes pneus de tracteur? Mais je veux pas conduire un tracteur. C'est quoi ce bazar? Plutôt masse dans les roues, gonflage à l'eau. Mais c'est des trucs d'agriculteurs, mais je m'en fous. Qu'est-ce qu'ils racontent? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Tout le tour de la roue, t'as des petites masses en métal pour... Ah, d'accord. Ok. Là, j'ai compris. Merci. Impeccable. Ok. Très bien. Merci beaucoup, là j'ai compris. Si ma voiture a tendance à partir à droite ou à gauche sans que je tourne le volant, c'est qu'il y a un problème de parallélisme. Les roues avant ne sont pas toutes les deux dans l'axe de la route, c'est un peu gênant. Ce défaut est invisible à l'œil nu, mais si je ne fais rien, mes pneus vont s'user rapidement et de façon irrégulière. Bah oui. Là encore, je fais vérifier ma voiture par un garage. Mais la roue est pas équilibrée là, il a un bord tout poncé, bah ouais. Là visiblement il y a un gros souci. Les pneus de bonne qualité sont un peu plus chers que des pneus de bas de gamme, mais ils sont aussi plus efficaces, offrent une meilleure tenue de route, un meilleur freinage et permettent de consommer moins de carburant. D'autre part, ils durent généralement plus longtemps. Oui, donc c'est pas moins rentable, quoi. Le léger surcoût à l'achat est donc toujours rentabilisé. Très bien. Alors pourquoi dans ces cas-là, il y a des gens qui achètent des pneus moins chers? Si je dois remplacer les pneus de ma voiture, je me fie à l'étiquette qui accompagne obligatoirement des pneus neufs. Celle-ci indique 3 critères. Leur adhérence sur sol mouillé, ça mériterait un petit peu de musique en fond quand même. Hein. Leur adhérence sur sol mouillé, leur incidence sur la consommation de carburant, encore plein d'étiquettes, et le bruit qu'ils génèrent. Plein d'étiquettes pour peu que l'étiquette ait une information fiable dessus. L'adhérence, elle est là. La consommation, elle est là. Et le bruit est là. Le bruit, c'est le max ou c'est sur... Oui, c'est ça, je crois que c'est la diffusion de bruit maximale. Le bruit qu'il génère, parce qu'à 50 km/h, ça fait pas 72 décibels le frottement à la route. Et coucou Palmito, comment ça va aujourd'hui? Palmier flottant. Lorsque j'achète un véhicule d'occasion, je vérifie que les pneus sont de bonne qualité. D'une marque reconnue, évidemment des Michelin. Je viens de voir que j'étais même pas follower avec mon...
Eh bien, je te laisse activer l'alerte si tu le souhaites. Je suis prêt, my body is ready. Métamo, 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 métamo. Et merci pour ton follow du coup. Métamo. Il était tout mignon pour aller à l'école ce matin, Choupinet. Oh, petit cœur. Merci pour le follow en tout cas. Sinon je devrais envisager de les remplacer rapidement, ce qui pourrait me coûter 400 à 1000 euros pour les 4. Merci, bah oui, et en plus il y en a plusieurs des alertes pour le follow. Il y en a plusieurs, enfin voilà, c'est un peu au hasard. Mais celle-là, ouais, elle est trop mimi. Les feux, on n'est pas trop mal. Ah, ça manque de musique. Je mets un peu de musique en fond parce que sinon, pour faire juste du cours de code, ça manque d'une ambiance musicale. Hop. Voilà. Hop, on va mettre ça. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Celle-ci. Si je mets ça... Ah oui, mais je vais avoir des pubs. Non? Tu vas me mettre des pubs YouTube ou pas? Ah, évidemment, je suis pas connecté. Ah, je m'en fiche. Je veux pas me connecter. Petite ambiance musicale, ça sera quand même sympa. Voilà. Ça sera pas trop fort. Allez, on continue. Les feux en cas de crevaison. La roue de secours, c'est une roue galette. Toutes les voitures n'ont pas de roue de secours, mais si j'en ai une, je vérifie qu'elle est en bon état et gonflée. La roue de secours perd de la pression, même si elle n'est pas utilisée. Sa pression de gonflage est souvent différente de la pression recommandée pour les autres roues. Bah en même temps, elle n'a pas la même taille déjà. Elle n'a pas la même largeur. Et elle n'est pas de la même qualité, elle ne roule pas non plus à la même vitesse. Je me réfère au manuel de la voiture pour la connaître. Elle n'est pas obligatoirement de même dimension que les autres roues, c'est ce qu'on disait. Elle peut être plus fine et moins haute. Dans ce cas en particulier, je dois circuler à allure réduite jusqu'à ce que j'ai fait réparer la roue crevée. La vitesse maximale est inscrite sur la roue. Voilà. En km/h et en miles par heure. Pour remplacer une roue, j'immobilise la voiture sur un terrain plat et stable. C'est l'OST de Cookserve 1. Je serre le frein à main énergiquement et j'enclenche la première vitesse. Là, on va s'arrêter. J'immobilise la voiture sur un terrain plat et stable. Oui, c'est logique. Il faut que ce soit plat, sinon il y a une roue qui va pas être posée au sol et j'aurai du mal à desserrer les écrous. Je serre le frein à main énergiquement. Bah, je serre le frein à main jusqu'au bout. J'enclenche la première vitesse. Première vitesse pour qu'on soit en marche avant. Surtout pas le point mort, quoi. Sinon la voiture peut bouger. Première vitesse pour que ça la maintienne sans bouger. Je commence par sortir la roue de secours de son emplacement et je vérifie son état. Bah oui, tant qu'à faire. Et je desserre les écrous de la roue à remplacer. En V, encore une fois. Tac, 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 tac. En V, en croix. C'est pas un V, ça. Je monte là. Encore une gorgée de Monster, parce que là, ça pique. Pas mieux flottant qu'il follow que maintenant, c'est honteux. Mais non, on le remercie, c'est mignon, merci. Je monte la voiture sur le cric, après avoir desserré, en veillant à le mettre sur l'emplacement prévu de la voiture. Oui, là, une zone renforcée de la carrosserie proche de la roue à remplacer, oui. Je finis d'enlever les écrous à la main et je dégage la roue crevée, d'où l'importance d'avoir tout desserré avant. Merci beaucoup pour le follow supplémentaire. On se rapproche doucement mais sûrement des 200. J'hésite à mettre un follow goal à 150, histoire de... que ce soit un peu plus... D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu que Marvin, il a vrillé hier soir, il a passé un petit film tranquillou. Non, moi j'étais bien, j'étais tranquille, je suis resté. J'espère qu'il n'y aura aucun souci. Ça rappelait... c'est faux. Il a beaucoup de cousins, c'est tout. Il a une grande famille. Bon, j'espère que ça posera pas de soucis. Ça rappelait des souvenirs à l'époque de Justin.tv. Ouais, c'était Retour vers le futur. C'était rigolo. Mais comme au cinéma, quoi. L'écran 32 neuvième et tout. Impeccable.
Je mets en place la roue de secours, je sers à la... Je finis d'enlever les écrous, je dégage la roue crevée. Je mets en place la roue, je serre à la main les écrous, je descends la voiture du cric, et ensuite je resserre. Ça va? Ah oui, Rufus, il a pas le son. Il a pas le son. Mais je veux pas mettre... Non, mais je veux pas mettre de traces écrites de ce que je suis en train de vous dire. Je veux pas qu'il y ait de soucis. Je serre les écrous avec l'outil de serrage. Je les serre en diagonale, 1 sur 2 dans un premier temps, puis les écrous restants, oui. Je n'oublie pas de ramasser la roue crevée, le cric... Bah non, je laisse tout par terre. Le cric et les outils avant de repartir. Parfois, un des écrous de chaque roue présente une forme particulière. Ce système limite le risque de vol. Ah, j'avais jamais pensé. Je dois veiller à avoir cet outil dans ma voiture. Ah, j'ai jamais pensé à ce détail. Oui, je pense que c'est que s'il y a du report, donc voilà. Aucune trace écrite de cette histoire et tout se passera bien. Attention, je dois vérifier que le cric est posé sur une surface dure. Si j'ai un doute, je place une large et solide cale en bois entre le cric et le sol. Ah oui, pour éviter que ça s'enfonce. Oui. Il va kiffer Rufus. Il fait son QCM là, il a la question 5 je pense. 6. Je ne passe jamais sous une voiture montée sur un cric. Celui-ci peut céder à tout moment, notamment s'il n'est pas parfaitement vertical. Bah ouais. Bombe anti-crevaison. Ah, là ça craint ça. Les cailloux c'est pas méchant, mais alors ça craint. Une bombe anti-crevaison permet de réparer un pneu crevé. Oh c'est beau. Je suis calme moi, toujours calme, on voit bien en stream. Bah j'ai hâte, vivement le prochain stream. À condition que l'objet à l'origine de la crevaison ait été retiré. Bah, il faut savoir, tout à l'heure vous avez dit qu'il fallait pas le retirer. Sinon ça... Oui. Ok, d'accord. Je dis des bêtises. Le roi du sel. Excusez-moi, j'ai une blague. Le roi du sel. Je la marque dans le... Je la marque dans le chat. Voilà. Voilà. Blague de la terre du milieu, c'est beau. Dans certains cas, une bombe anti-crevaison permet de réparer un pneu crevé. Là, dans ces cas-là, on peut enlever et on met la bombe anti-crevaison. Il faut aussi que le trou ne soit pas trop gros. Il est où le trou? Et qu'il se trouve sur la bande de roulement sur les sculptures. Oui, parce que s'il est en plein milieu là, c'est mort, quoi. Ou sur le flanc, oui. Si la crevaison se trouve sur le flanc du pneu, quelle que soit sa taille, aucune réparation n'est possible. Le pneu doit être remplacé, oui, puisque la pression se reporte notamment sur les côtés. On sent que le pneu va être beaucoup plus dur du fait de la pression sur les côtés. Oh, les questions mécaniques, c'est quand même l'enfer. Rufus qui valide pas ma blague. Pour tenter de réparer une crevaison à l'aide d'une bombe, j'enlève le bouchon de la valve du pneu. D'accord. Ah, c'est comme ça que ça marche. Ah, je connaissais tellement pas, je croyais qu'on vaporisait dessus, moi. Oh la vache. Ah ouais. D'accord. J'enlève le bouchon de la valve du pneu, je visse la bombe sur la valve et je vide entièrement le produit à l'intérieur du pneu. Et ça va du coup mettre de l'intérieur. Oh. Le produit contenu dans la bombe devra à la fois reboucher le pneu et le regonfler. En gros, c'est quoi? C'est un gaz avec une pression différente de l'air extérieur et ça... Il faut alors aussitôt rouler plusieurs kilomètres afin de bien répartir le produit dans le pneu. Attention, une fois ces quelques kilomètres parcourus, je vérifie que le pneu est bien gonflé. Je ne considère pas cette réparation comme sûre et définitive. Je fais vérifier ma roue dans un garage dès que possible. Oh, mais c'est vachement bien. Ça peut tenir combien de temps, ça? Une fois ces quelques kilomètres parcourus... En fait, ça rebouche. C'est pas seulement une bombe anti-crevaison qui permet d'aller jusqu'au garagiste suivant, ça permet de reboucher le pneu. C'est fou. En tout cas, c'est présenté comme ça. Elle est bien cette petite musique de Cookserve 1. Les pneus hiver, c'est pas, je suis complètement à la ramasse. On va pas faire trop de cours ce matin, mais on va en faire quelques-uns. Surtout sur des trucs spécifiques comme ça. L'hiver, selon les régions, les conditions de conduite se dégradent. 1 mm de neige à Paris, c'est l'émeute. 10 cm en Auvergne, tout est normal. Coucou Niwa. C'est une mousse qui se met dans ton pneu, pas un gaz qui réagit à l'air. Eh ben merci beaucoup pour la précision. Et coucou Solgarat, comment ça va tout le monde? Je suis en train de faire des questions mécaniques, c'est un peu le truc sur lequel je patauge sévère. Merci beaucoup pour l'info en tout cas, une mousse. Ah c'est intéressant, vachement intéressant.
L'hiver, selon la région, les conditions de conduite se dégradent. Route souvent détrempée, neige, givre, verglas. L'adhérence est fortement réduite. Cela a des répercussions sur le freinage, la direction et la tenue de route. Oui. Je suis en stage. Eh bien, bon courage. T'es en stage dans quoi là en ce moment? À quel endroit? Si c'est pas indiscret. Pneus neige admis. Si un panonceau le mentionne, une voiture équipée de pneus hiver est dispensée de chaîne à neige. Ok. Pneus neige admis, d'accord. C'est le petit panonceau en dessous. C'est marqué, hein, si un panonceau le mentionne. En effet, ces pneus permettent de rouler sans déraper dans des déclivités plus importantes que les pneus été. Ok, à la différence des chaînes, les pneus hiver peuvent être utilisés même s'il n'y a pas de neige sur la route. En effet, ils ne dégradent pas à la chaussée. Par contre, ils peuvent s'user plus vite. Dans ma chambre, je modifie le code de mon prof. Mais pas le code de la route. D'accord. Eh ben, profite bien de ces petits rappels. Tranquillou. Bien installés dans ta chambre. Bien au chaud. Et une petite gorgée de Monster encore. Hop. Pour bien se réveiller. Dans certains pays européens, le montage des pneus hiver peut être obligatoire à certaines périodes de l'année ou selon les conditions climatiques. J'ai des conditions mécaniques. Lorsque le revêtement est sec mais froid en dessous de 7 degrés, la gomme des pneus classiques été durcit, ce qui augmente les distances de freinage. D'accord. Ah, il y a ça aussi, je pensais pas. Ok. La gomme des pneus, je pensais que c'était surtout une question d'eau. Et je pensais pas qu'il y avait aussi une question de froid. Ouais, c'est... Ok. Ça se tient en plus. La gomme des pneus hiver plus tendre à basse température assure une meilleure adhérence dans ces conditions. Pourtant, j'ai kiffé la Formule 1 pendant pas mal d'années. Mais visiblement, j'ai pas assez retenu ces trucs-là. Les pneus hiver comportent aussi des lamelles plus fines et plus nombreuses sur la bande de roulement, ce qui améliore l'adhérence sur route détrempée. Oui, ça c'était ok. Sur la neige et le verglas. En hiver, sur route mouillée à 50 km/h, les pneus hiver permettent de réduire la distance de freinage d'1,50 m et de 30 mètres sur route enneigée. Ok. Quand même, c'est efficace quoi. En revanche, l'été, l'utilisation des pneus hiver est déconseillée. Les performances sont légèrement moins bonnes qu'un pneu été, sa gomme tendre s'use plus rapidement. Par ailleurs, leur résistance au roulement accroît généralement la consommation de carburant. Oui. Les pneus hiver dans certaines régions où il fait jamais trop chaud, c'est un peu des pneus toute saison. Oui. En Auvergne, il faut bien dissocier quoi. En hiver, c'est pneus hiver et l'été, surtout pas mettre des pneus hiver. Parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Les pneus, oh là là, ça commence à devenir trop compliqué pour moi. Les pneus estampillés M+S, Mud and Snow, boue et neige, oui. Ces pneus sont adaptés à l'hiver, toutefois ce ne sont pas les plus performants dans les conditions réellement hivernales. Les pneus estampillés 3P... Je vais avoir des questions sur ça ou pas? 3PMSF, Three Peak Mountain Snowflake. Ouais, des 3 flocons quoi. 3 flocons de neige en montagne. Ces pneus comportent un pictogramme qui représente 3 pics montagneux qui entourent un flocon de neige. Garantit des pneus hiver de haute performance. Ouais. Les pneus ice ou hiver nordique. Ces pneus sont particulièrement adaptés à la glace et à la neige tassée. Ils sont plutôt destinés aux automobilistes résidant en montagne. Ok, d'accord. Ça, est-ce qu'il y aura des questions sur ça? Pour que les pneus hiver soient performants en conditions hivernales, leurs sculptures doivent être profondes. En dessous de 3 à 4 mm, ces pneus n'offrent généralement pas plus d'avantages qu'un bon pneu été. Ok. Bon pneu été neuf, c'est 8 mm. Et en dessous de 1,6 mm, on considère que c'est insuffisant et qu'il faut les changer. D'accord. Très bien. J'équipe toujours ma voiture de 4 pneus hiver. Si je monte des pneus hiver sur les roues avant uniquement, je prends le risque d'allonger les distances de freinage. Oui. Et surtout que l'arrière décroche plus rapidement que l'avant. Tête à queue assurée, impossible à rattraper si je suis surpris. Les pneus hiver ne dispensent pas à 100% de monter des chaînes. C'est pourquoi dans certains cas, notamment en cas d'épaisses couches de neige, ces derniers restent obligatoires. Il suffit d'observer les engins de déneigement en montagne pour s'en convaincre. Bien qu'ils aient 4 roues motrices, mais parfois plus, ils sont tous équipés de chaînes sur toutes les roues. Ok. On va faire des questions de code. Alors là, on va avoir deux musiques. Donc on va faire ça. C'était mieux Cookser, mais... entraînement. La musique de Cookser était mieux. Mais s'il y en a deux en même temps, c'est un peu la cacophonie.
On en est où? On va à 82, 83. Ouais, on va faire 30 questions aujourd'hui. Prédiction. Voilà, pour gagner des points de chaîne, c'est le moment. Commencer la prédiction. Combien d'erreurs sur 30? Et ensuite, on fera de la survie. Puisqu'à 11h, il faut que j'aille... faut que je prépare les filles. Pour qu'ensuite, j'aille récupérer Lisande avec les filles. Et qu'ensuite, on aille... Enfin, bref. C'est un peu plus la course aujourd'hui. Donc, je ne ferai pas d'extra après 11h. Je ferai un raid, comme après tous les streams. Par contre, je ferai pas d'heures sup cette fois-ci. Malheureusement. La semaine est un peu chargée. Il y a pédiatre demain. Enfin, bref. Des problèmes de parents, je vous embête pas avec ça. Combien d'erreurs sur 30? Je vous embête déjà le reste du temps avec ça. Combien d'erreurs sur 30 vais-je faire? 1, 2, 3, 4, 5 ou moins? 5 ou moins ou 4 ou moins? Je suis pas très confiant ce matin. Hop, 5 minutes de vote. Voilà, commencer la prédiction, j'ai compris. Voilà, dans mes montagnes, les engins de déneigement, ils ont des bottes et une pelle. Oui, mais dans certaines régions, il n'y a pas beaucoup de moyens. Il y a des stocks de sel qui sont inexistants. On n'est pas tous égaux là-dessus. Hein. Voilà, j'ai mis 5 et 6. Et là, vous allez pouvoir voter. Pour l'instant, ça vote 6 fautes ou plus sur 30. On est bien sur 30. Hein. Donc, on va faire 3 séries de 10. Et on commence tout de suite. Hop. À 2000 mètres, je trouverai une aire de jeu, réponse A, du gazole, réponse B, un téléphone public, réponse C, des toilettes, réponse D. Alors, oh là là, pas beaucoup de confiance sur moi ce matin, c'est pas grave, je ne vous en veux pas, je vous pardonne, profitez-en pour faire des points de chaîne. À 2000 mètres, je trouverai du gasoil, oui, puisqu'il y a le panneau qui est là. On trouvera un téléphone public, il est là. Des toilettes, non. Ça, c'est pas le panneau aire de jeu, ça, c'est le panneau aire de pique-nique. L'aire de jeu, c'est 2 gamins avec un... Je sais plus comment on appelle ça, une sorte de balançoire. Ah, c'est pipi room aussi, ça. Ah, ça commence bien. La prochaine aire de repos propose les services suivants. Un téléphone public, une aire de pique-nique, du carburant, essence, gazole, y compris pour les véhicules fonctionnant au GPL. Il n'est pas indiqué que j'y trouverai une aire de jeu, donc je n'en trouverai pas. Il n'est pas non plus indiqué que j'y trouverai des toilettes. Mais puisque je circule sur l'autoroute, le panneau principal étant bleu, mais oui, je suis trop bête, j'ai pas réfléchi. Les aires de service et de repos sur l'autoroute sont équipées de toilettes. Aïe aïe aïe. B, C et D. Toutes les aires de service et de repos sur l'autoroute sont équipées de toilettes. Faut que je retienne. Là, j'ai été bête. J'ai été très bête. Bon, du coup, les votes s'enflamment sur le 6 fautes ou plus. Aïe, aïe, aïe. Je risque une suspension de permis. Si je conduis sans être assuré, réponse A. Si je conduis en tenant un téléphone, réponse B. Si je commets un excès de vitesse de plus de 30 km/h, réponse C. Oui, je suis d'accord, il y a beaucoup de 6 fautes ou plus. D'ailleurs, c'est ce que dit le petit logo Predicted Pink juste à côté de ton pseudo. Hein, n'est-ce pas? Je risque une suspension de permis. Si je conduis sans être assuré, c'est complètement interdit, ça. C'est complètement interdit. Si je commets un excès de vitesse de plus de 30 km/h, c'est pas 40? Ah non, 40, c'est retrait immédiat du permis. Le téléphone, c'est 3 points. C'est pas une suspension de permis. Alors, mon argumentation sera non pour le B, puisque c'est 3 points. Le conduire sans être assuré, c'est super grave. Donc, je vais mettre oui. Et pour moi, l'infraction là, c'était 40 km/h pour une suspension pour un retrait de permis immédiat. Fun fact, pour éviter la suspension de permis, il suffit de rouler sans permis. Oui, Sims Legit, oui. Oui, c'est vrai. 3 votants pour 5 fautes ou moins. 1 votant. Ah ouais, Rufus. Ah ouais, il y en a beaucoup. Ouais, t'es le seul à avoir voté 6 fautes ou plus. Bravo. Mais c'est bien, ça sert à ça, c'est fait pour. Je voterai. Ah. J'hésite à mettre le C aussi. Je risque une suspension de permis 30 km/h. Parce que 40 km/h de décalage, c'est
suspension immédiate. Mais 30 km/h, c'est combien de points en moins? Est-ce que pour un probatoire, c'est pas déjà 6 points? Ah, je sais pas, là. Je sais pas. Parmi les infractions qui risquent d'entraîner une suspension de permis jusqu'à 3 Ça commence ans, très on mal, hein. trouve commettre un excès de vitesse à partir de 30 km/h, conduire sans assurance, franchir d'une ligne continue, le changer de direction sans clignotant, Ah ne ouais? pas respecter les intervalles de sécurité. Conduire en tenant un téléphone n'est pas sanctionné par une suspension, mais je risque tout de même de perdre 3 points sur mon permis et une amende. Réponse A et C. Bah voilà pourquoi on me l'a retiré. Mon Dieu. Bon, commettre un excès de vitesse à partir de 30 km/h, c'est une infraction qui risque d'entraîner une suspension de permis jusqu'à 3 ans. Donc en fait, j'ai hésité dessus, et c'était bien ce qu'il fallait retenir. 40 km/h, retrait immédiat, 30 km/h, ça peut entraîner une suspension de permis. Ok, bon, 2 questions, 2 fautes, c'est une cata. Des vibrations continues dans le volant à vitesse élevée. Bah on l'a vu juste avant, ça c'est Un problème cool. de parallélisme. Réponse A. Un problème Non. d'amortisseur. Réponse B. Un problème d'équilibrage des roues. Réponse C. On a vu ça juste avant, c'est pas le problème d'amortisseur. C'est le parallélisme ou l'équilibrage? L'équilibrage, niais. Parallélisme, ok, c'est comme ça, c'est Grand Free Pizza comme au ski. Les vibrations continues, on les a entre 110 et 130 km/h, pas en dessous, pas au-dessus, et elles symbolisent, je crois que c'est le problème de parallélisme. Si j'ai bien retenu, c'était le problème de parallélisme, et dans ces cas-là, ça use les pneus de manière accélérée, et il faut pas faire traîner. Je crois que c'est ça, j'espère que j'ai bien retenu. Oh non, c'est pas vrai! Si je ressens une vibration continue dans le volant à vitesse élevée, plus de 100 km/h, et que celle-ci disparaît lorsque j'accélère ou que je ralentis, c'est que j'ai un problème d'équilibrage des roues avant. Ce n'est pas très grave, mais c'est pénible, et je dois envisager de faire régler ce problème rapide et peu coûteux. Un problème de parallélisme se traduirait par une tendance de la voiture à Mais partir oui. naturellement sur la droite ou sur la Oh, gauche. je suis trop Quant à un problème bête! d'amortisseur, c'est beaucoup plus difficile à diagnostiquer. Réponse C. C'est une catastrophe. Rufus, il va faire un petit stonks au niveau des étoiles. Ah, ça va, en fait, vous êtes 3 à avoir pronostiqué 5 fautes ou moins, mais vous avez pas mis beaucoup de points. Bon, bien joué. La purge. Le 0, c'est 0 faute ou 0 de juste, j'ai pas compris. Ça mériterait un clip. J'ai rien à répondre à ça. Pour conduire cet ensemble, je dois avoir le permis B uniquement. Réponse A. Avoir suivi une formation B96. Réponse B. Avoir obtenu le permis BE. Réponse C. Je vais reprendre un peu de Monster. Hop. Je suis confus là. Le statut est confus. Pour conduire cet ensemble, je dois avoir le permis BE. Je sais même pas ce que c'est. Avoir suivi une formation B96. Poids total avec charge 3 tonnes. Poids total avec charge 900 kg. C'est quoi le... C'est 3 tonnes 5. Les monsters, c'est pas les filles chez toi? Non, c'est la boisson énergisante, mais... Non, il n'y a pas de... Non, il n'y a aucun rapport avec les filles, là. C'est pas 3 tonnes 5 à partir duquel on doit avoir un truc supplémentaire. Je crois que c'est ça, c'est 3 tonnes 5. Formation B96, bah la logique voudrait ça. Permis B uniquement 3 tonnes 5. Je sais pas, j'ai l'impression d'être complètement hors sol. La somme des PTAC et de la remorque Oui, dépasse donc ça on était bon. 5 tonnes et la remorque dépasse 750 Ouais. kg de PTAC. Ça c'était ok. Le permis B ne suffit donc pas pour conduire cet ensemble. Oh Lorsque la somme de PTAC ne dépasse pas 4250 kg, le permis BE n'est pas obligatoire.
Une simple formation complémentaire de 7 heures minimum en auto-école suffit, appelée B96. Elle ne nécessite ni visite médicale, ni code à repasser. Ce n'est pas un permis à proprement parler. Réponse B. C'est moi qui suis nul ce matin ou les questions sont vraiment chaudes? Vous pouvez me dire que je suis nul, hein, je le prendrai pas mal, ça vaudra pas de time-out, hein, vous pouvez le dire. Quelle purge, vache. Le régulateur de vitesse adaptatif permet de conserver la vitesse programmée sans accélérer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De conserver l'intervalle de sécurité avec le véhicule devant moi. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Bon, on va essayer de bien répondre cette fois-ci. On va essayer d'avoir une première bonne réponse. Mais non, tu n'es pas nul, tu as juste d'autres points forts. On va essayer de faire jouer les points forts alors. Le régulateur de vitesse adaptatif permet de conserver la vitesse programmée sans accélérer. Il me semble que le principe c'est ça. Hein. Ça permet de garder la vitesse sans accélérer, ça peut même permettre de ralentir. Est-ce que ça conserve l'intervalle de sécurité avec le véhicule devant moi? Bah, c'est pas complètement vrai, quoi. Bon, allez, je file, moi. Maï, bon courage. Merci beaucoup d'être passé, Niwa. Désolé pour la purge à laquelle tu as assisté. D'habitude, ça se passe mieux. C'est promis. Désolé. À bientôt. Si tu veux constater d'ailleurs que ça se passe bien d'habitude, hop, il y a une petite section code de la route ici, et promis, d'habitude ça se passe mieux. Même si Croque-Mitaine me juge beaucoup sur le code de la route. Le régulateur de vitesse adaptatif permet de conserver, oui, de conserver l'intervalle de sécurité avec le véhicule. Bah non, c'est pas possible. Bon, c'est parti pour faire 0. Hein. La vitesse adaptatif permet à la voiture de conserver sa vitesse sans que le Oh. conducteur soit obligé d'accélérer, Quel comme enfer. pour un régulateur de vitesse classique. S'il est adaptatif, cela signifie qu'il est aussi capable de réduire la vitesse automatiquement afin de respecter l'intervalle de sécurité. Ouais, mais s'il avec le pile, ça ne véhicule qui fonctionne pas. précède, soit 2 secondes minimum. Réponse A et C. Si pile, ça ne suffit pas, il faut être réactif en fait. Donc il ne conserve pas en toutes circonstances. C'est ça le truc. Bon, faut faire 0 faute Circuler maintenant. Dans certaines villes comme Paris, ma voiture Oh doit là être là. pourvue d'une vignette de ce type. Si j'habite cette ville, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si je ne réside pas dans cette ville, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le code de la route, c'est pas vraiment des règles, c'est plutôt une sorte de guide. Bah ouais. En tout cas, là, c'est une vraie purge. Hein. Une vraie purge. Si je fais 0, je fais débloquer un succès, mais bon, c'était pas le but du jour aujourd'hui. Pour circuler dans certaines villes comme Paris, ma voiture doit être pourvue d'une vignette de ce type. Elle doit être pourvue. Ça dépend si on est en zone, en période de circulation restreinte. Et ça s'applique à tous en fait. Guide qui sert à rien sans mentir que les gens respectent jamais. Enfin là, si on fait 0, ça veut dire qu'on n'est pas prêt pour le code. Hein. Ni pour le permis d'ailleurs. Ma voiture doit être pourvue d'une vignette de ce type. C'est pour y circuler. Pour circuler dans Maintenant, je certaines doute de villes toutes les comme questions, Paris hein. ou dans Une certains cata. quartiers, les véhicules doivent désormais être pourvus d'une vignette de ce type. Elle permet d'identifier les véhicules selon leur âge et leur motorisation et permet de contrôler l'autorisation de circuler lorsque la circulation restreinte est mise en place. Il existe 6 catégories, numérotées de 0 pour les véhicules. T'inquiète, c'est les pas une moins vraie polluants, purge à si ça 5 s'appelle pas pour les procès de plus Moscou ou vieux et les congrès. plus polluants. Attention, dans les zones où cette vignette est obligatoire, cela s'adresse à tous les automobilistes qui y circulent et pas seulement à ceux qui y résident. Réponse A et C. Ça me donne envie de voter l'émotion, tout ça. Je suis témoin d'un accident corporel. Si je ne m'arrête pas, je commets une non-assistance à personne en danger. Réponse A. Un délit de fuite. Réponse B. Un refus d'obtempérer. Réponse C. Le refus d'obtempérer, c'est quand on a une injonction d'une personne dépositaire de l'ordre et qu'on n'accepte pas, qu'on ne fait pas ce qu'elle nous dit. Le délit de fuite, c'est quand
Délit de fuite, c'est quand on commet une infraction et qu'on se barre sans laisser d'adresse. Mais j'ai gagné la prédiction, du coup pas encore. Enfin, attends. Non, pas encore. Il faut encore que je fasse une erreur pour que tu gagnes ta prédiction, Rufus. Délit de fuite, donc non. Je suis témoin d'un accident corporel. Si j'étais responsable d'un accident corporel et que je me barrais, là, ce serait un délit de fuite, donc c'est une assistance à personne en danger. Commettre un délit de fuite, c'est provoquer ou être impliqué dans un accident et s'enfuir sans laisser d'adresse. Nous ne sommes pas dans ce cas puisque je suis simple témoin. Un refus d'obtempérer, c'est de ne pas tenir compte d'un ordre donné par un agent qui m'oblige à m'arrêter par exemple. C'est aussi une infraction grave, mais nous ne sommes pas dans ce cas non plus. Non-assistance à personne en danger, c'est ne pas porter secours aux victimes d'un accident. C'est le cas notamment si je suis témoin d'un accident corporel, mais que je ne m'arrête pas alors que je pourrais aider les victimes ou prévenir les secours. Réponse A. Yes. Dans un tunnel, Une niche de sécurité est une issue de secours. Réponse A. Un local comportant une Une borne niche de d'urgence sécurité. et un extincteur. Réponse B. Un emplacement d'arrêt d'urgence. Réponse C. Une niche de sécurité. C'est pas ça une niche de sécurité. Hein. Ça, c'est des zébras. Les niches de sécurité, on les voit plus loin et il y a la place pour une voiture, peut-être deux. Ah bon, bah bonne chance, même si j'ai voté que t'allais perdre, je suis à fond avec toi. Je te balance des tomates sur ce coup-là. Allez, tu les as méritées. Et moi aussi. Normalement, prédiction, c'est 6 ou plus. Donc 6, ça compte, non? J'ai fait 5 fautes pour l'instant. Pour l'instant, on est à 5 erreurs. Pour l'instant, il y a 5 fautes. Une niche de sécurité pour ton chien quand il a peur de l'orage. Oh! Un local comportant une borne d'appel d'urgence et un extincteur. Non. Quoique, en fait, je sais pas comment ça s'appelle, la niche. Est-ce que je vois bien l'espace, là? Je vois bien l'espace où on se met sur le côté. Il y a l'issue de secours qui est de l'autre côté, donc ce n'est pas ça. Mais la niche de sécurité, c'est quoi? C'est cet espace d'arrêt d'urgence, qui s'appelle peut-être espace d'arrêt d'urgence, ou un local comportant une borne d'appel d'urgence et un extincteur. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, donc YOLO. Qu'est-ce qu'une niche de sécurité? C'est tout simplement un petit local équipé d'une borne d'appel d'urgence et d'au moins un extincteur. Mais il ne s'agit pas d'une issue de secours, et je ne dois pas compter sur ce local pour me protéger d'un incendie ou de ses fumées. Il Un peu comme les serveurs d'OVH, quoi. Ni étanche. Et surtout, il ne comporte aucune issue. Il est situé généralement non loin d'un emplacement d'arrêt d'urgence, aussi appelé refuge. Réponse B. Voilà, l'emplacement d'arrêt d'urgence est appelé le refuge, et là, c'est la niche de sécurité. J'ai fait une référence à OVH, je sais pas si vous êtes au courant, a priori oui. Mais au cas où, je vous le dis quand même, les serveurs d'OVH à Strasbourg ont cramé cette nuit. Il y a au moins un bâtiment qui a complètement cramé, et les serveurs repartiront pas avant au moins demain, et à mon avis, il doit y avoir de la perte. J'ai vu que Candysan était une boîte qui avait ses serveurs chez OVH. Vu la vidéo qu'ils ont sortie ce matin, je pense qu'ils n'ont pas fait de sauvegarde externe. J'avais mal lu le truc, je suis vraiment en train de m'endormir. Une circulation alternée est signalée par le panneau. Numéro 1, oui. Réponse A, non. Réponse B. Je me suis déjà fait avoir sur ce type de questions. Oui. Réponse C. Je me suis déjà fait avoir. Une circulation alternée est signalée par le panneau numéro 1 ou numéro 2. Numéro 1, ça veut dire... Attention. Des voitures dans les deux sens. Mais c'est pas alterné, ça. Ça veut simplement dire qu'il y a des voitures qui viennent dans les deux sens. Par exemple, s'il n'y a pas de marquage au sol. Mais qu'on est bien sur une route à double sens. Ça, par contre, oui. Bon, bah, Rufus, bravo. Le panneau numéro 1 signale que la chaussée est à double sens de circulation. Particularité Oui, de ce ça panneau, c'est ok. c'est le seul panneau de danger qui soit un panneau de position et non un signal avancé. Ok. Le panneau numéro 2 informe qu'il faut laisser passer les usagers arrivant en sens inverse. Il est utilisé dans les passages étroits. Aucun de ces deux panneaux ne signale une circulation alternée.
Le seul qui remplit ce rôle est rectangulaire. Oh oui, c'est vrai. Temporaire, où il est écrit Oh. en circulation alternée. Il est généralement mis en place à l'occasion de travaux. L'alternance se fait alors avec des feux de chantier ou des ouvriers qui actionnent des piquets mobiles. Genre les ouvriers, ils font ça. Mais non, on les voit jamais faire ça parce qu'ils ont autre chose à faire que d'actionner des piquets. Bah, je vais donner les points tout de suite. Hein. C'était une vraie purge. Prédiction. Choisir la réponse. 6 fautes ou plus. Une vraie catastrophe. Bravo Rufus. C'est pas alterné mais plus prioritaire le deuxième. Bah ouais. Et là en plus ça veut dire que je n'ai pas la priorité. Oh. Si la file où je suis va plus vite que la file de gauche, le dépassement par la droite est autorisé, réponse A, déconseillé, réponse B, interdit, réponse C. Si la file où je suis là va plus vite que la file de gauche, là, le dépassement par la droite, c'est-à-dire là où je reste. Bien joué Rufus, ouais, bien, bravo. Bravo, le joueur français tout pourri ce matin. Bah forcément que c'est autorisé. Enfin, il n'y a aucun problème. Lorsque la circulation est fluide, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encombrée, le dépassement par la droite n'est autorisé que dans 2 cas. Si le véhicule dépassé tourne à gauche, ou si nos voies respectives vont dans des directions différentes. Ici, je circule dans un bouchon. Dans ces conditions, lorsque ma file est plus rapide que celle située à ma gauche, je peux suivre le mouvement et dépasser par la droite. Attention toutefois aux usagers qui pourraient changer de file. Même si dans ce cas, ils devraient me laisser passer, je reste vigilant. Réponse A. C'était pourri, regardez-moi cette série. Oh là là. Ça, on a bien compris ce qu'il en était, c'est que toutes les aires de repos sur les autoroutes sont... Il y a des toilettes, ça on a compris. Ça on a compris pourquoi on s'est viandé. Bon, ça... au-delà de 500 kg, une remorque doit avoir un certificat d'immatriculation. Avec le seul permis, je peux tracter une remorque jusqu'à 750 kg. Même si la somme des PTAC de la voiture et de la remorque dépasse 3,5 tonnes, et même si je suis en permis probatoire. Ça, ces trucs-là, faut que je les apprenne par cœur, sinon je pourrais pas avancer. Si le PTAC de la remorque dépasse 750 kg, la somme des PTAC de la voiture et de la remorque ne doit pas dépasser 3,5 tonnes. Ok. Si le PTAC de la voiture et de la remorque dépasse 3,5 tonnes, c'est des 4 tonnes 2, c'est ce qu'on a vu. Formation spécifique B96. Si la somme des PTAC de la voiture dépasse 4 tonnes 250, le conducteur doit être titulaire du permis BE, c'est ce qu'on a vu. La réglementation 2 feux rouges non éblouissants à 150 mètres, 2 ou 3 feux stop, 1 ou 2 feux de brouillard arrière. Si sa mise en circulation est postérieure à septembre 90. Changement de direction clignotant, les blancs pour recul, oui. Éclairage de la plaque minéralogique, sérieusement? Ah, maintenant il y a tout ça. Les dispositifs réfléchissants rouges de forme triangulaire, ok. Ah, pas d'obligation concernant le feu de recul sur une remorque, je dis des bêtises. Donc les dispositifs réfléchissants blancs situés à l'avant. Situés à l'avant de la remorque, pour quand elle est stationnée. Une remorque de plus de 6 mètres doit être munie de feux de position à l'avant et de dispositifs réfléchissants latéraux. Une remorque de plus de 2,10 m. Ouah, faut que je t'apprenne par cœur tout ça. Doit être pourvu de feux de gabarit à l'avant et l'arrière. C'est quoi des feux de gabarit? Feux de gabarit. Feux de gabarit. Feux de gabarit remorque. D'accord, c'est des espèces de... Ça ressemble à des gyrophares. C'est des gros feux qui ressortent. Aussi appelés feux d'encombrement. Ce sont des dispositifs lumineux fixés à l'avant ou à l'arrière d'un véhicule ou d'un attelage afin de préciser la dimension de ce dernier aux autres automobilistes. Ouais, ça ressort histoire de montrer ce qui se passe. Ok, ça c'est d'accord. Super. Ça te permet de l'avoir dans les rétros quand t'as la remorque dans la nuit. Yes, merci. Si je tracte une remorque ou une caravane de plus de 500 kg de PTAC, je dois avoir 2 triangles de présignalisation. Ok.
Triangle de présignalisation. C'est ces trucs-là? Ou c'est encore autre chose? Triangle de présignalisation. Triangle de présignalisation... Ah mais c'est les triangles... Je dois avoir 2 triangles de précision. Oui, c'est quand il y a un accident, c'est les fameux triangles rouges qu'on met au bord de la route. Et un par véhicule, ok. Ces panneaux ou panonceaux s'appliquent à tout véhicule attelé d'une remorque ou d'une caravane de plus de 500 kg. Que le symbole représente une remorque ou une caravane. Ok, c'est 500 kg. Il y a trop de règles qui sont différentes en fait. C'est vraiment du bazar. Oui, super. Plaque réfléchissante. C'est les triangles dans la boîte à gants en cas d'accident. Impeccable. Hop, qu'est-ce que je mets? Oui, ça c'était pas encore... Mon argumentaire était mauvais. Ça c'est bon, j'ai compris, ça fait 2 fois que je me fais avoir. Et on va essayer de faire mieux. On va essayer de faire mieux. Hop. Je suis concerné par la circulation alternée si ma voiture fonctionne. À l'essence et à l'électricité? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Au GPL? Oui. J'ai du mal à coder, me synchro, désolé. Ah, y a pas de souci, t'inquiète pas. Réponse D. Tout va bien. Tout va bien. J'ai regardé un petit peu tard le chat aussi, c'est ma faute. Je suis concerné par la circulation alternée si ma voiture fonctionne à l'essence et à l'électricité. Elle est hybride. Est-ce que les hybrides sont concernés par la circulation alternée? Gaz de pétrole liquéfié. Ah, les deux sont exemptés, d'accord. Je pensais pas pour le GPL. En cas de pollution, la circulation alternée peut être mise en place. Les jours pairs, seuls les véhicules ayant une plaque commençant par un numéro pair peuvent circuler. Ok. Et les jours impairs, D'accord. c'est au tour des Je savais pas pour le véhicules dont la GPL. plaque commence par un numéro impair. Les véhicules hybrides, fonctionnant à l'essence et à l'électricité, ou fonctionnant au gaz, comme le GPL, ne sont pas concernés par la circulation alternée. Quel que soit leur numéro d'immatriculation, ils peuvent circuler tous les jours. Réponse B Ok. et D. C'est la discrimination, un hybride humain, grenouilles ont des droits aussi, oui, c'est vrai. Ah, zut. Un Ah, triangle de le fameux. présignalisation doit être visible à 30 mètres minimum. Réponse A, d'aussi loin que possible. Réponse B, l'allumage des feux de détresse dispense du triangle. Oui. Réponse C, non. Réponse D. Ça c'était ok. Un triangle de présignalisation doit être placé à 30 mètres minimum de ce qu'il signale. Cependant, la question Des ne droits porte pour les pas sur chimères, son c'est important. placement, mais sur sa visibilité. Il n'y a pas de distance minimum à laquelle il doit être visible. L'objectif est qu'il soit visible d'aussi loin que possible. Il ne doit donc pas être placé après un sommet de côte ou dans un virage, mais bien en amont. Enfin, le triangle de présignalisation ne remplace pas les feux de détresse qui doivent être allumés si l'état du véhicule le permet. Réponse B et D. Chimère m'a dit oui, je valide cette blague. Entraîne. Une amende? Je valide. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un retrait de points sur mon permis? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le non-respect des intervalles minimums de sécurité entraîne une amende. Oui, oui et oui. On l'a eu tout à l'heure en plus. Ça. Lorsque deux véhicules se suivent, le respect des intervalles de sécurité, appelé aussi distance de sécurité, est obligatoire. Ce n'est pas un simple conseil de prudence. Quelle est la règle? Quelle que soit la vitesse, il doit toujours y avoir 2 secondes d'intervalle entre deux véhicules qui se suivent. Donc plus la vitesse est élevée, plus la distance parcourue en 2 secondes augmente. Parfois, l'intervalle minimum peut être imposé par un panneau, en particulier dans les tunnels. Il s'applique alors, quelle que soit la vitesse, même très lente, et même si la circulation s'arrête. Si je ne respecte pas cette règle de bon sens, alors que c'est la seule solution pour éviter les collisions en chaîne, je serai sévèrement sanctionné. Amende, retrait de points, voire suspension de permis. Yes. Réponse A et C. Ça c'était ok. Je dois céder le passage.
Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je place mon pied droit au-dessus de la pédale de frein. Oui. Bravo. Réponse C. Non. Réponse D. C'est à moi de passer, mais je passe mon... La voiture blanche tourne sur sa gauche. Son conducteur devrait donc me laisser passer. Mais par mesure de prudence, je dois être prêt à m'arrêter s'il s'engageait pour une raison ou pour une autre. Une mauvaise évaluation de ma vitesse, par exemple. Pour réagir instantanément, S'il est trop pressé. je place mon pied droit au-dessus de la pédale de frein. Réponse B et C. Ok. Cette commande permet de régler la hauteur du faisceau des feux de croisement. Réponse A. De régler la hauteur du faisceau des feux de brouillard avant. Réponse B. De diminuer l'intensité de l'éclairage du tableau de bord. Réponse C. De commander l'allumage automatique des feux. Réponse D. Ce n'est pas l'intensité d'éclairage du tableau de bord. Puisque là, ce qu'on voit, c'est ici l'éclairage des feux. Là, on est sur quoi? On est sur les feux de... On est sur un réglage de hauteur. Commander l'allumage automatique des feux? Non. Diminuer l'intensité? Non. C'est l'un des deux. Feu de croisement ou feu de brouillard? Je me souviens plus du symbole. Feu de... Les routes, c'est bleu. Croisement, c'est jaune. Je sais plus. Je ne sais plus. Et je me souviens plus du symbole. Parce que celui-là, il éclaire pas mal, mais je me souviens absolument pas du symbole des feux de brouillard. Et je ne vais pas tricher. Je serais tenté de dire... Je serais tenté de dire quoi? Qu'est-ce que je vais répondre? Je vais répondre croisement. Cette commande permet de régler la hauteur du faisceau des feux de croisement. Elle permet de corriger leur inclinaison en fonction du chargement de la voiture et du nombre de personnes à bord. L'objectif étant de bien éclairer sans éblouir les usagers arrivant en face. 0 correspondant au cas où je suis seul dans la voiture et que celle-ci n'est pas ou très peu chargée. Réponse A. Croisement, c'est ce symbole-là. Ok. À partir de la première mise en circulation d'une voiture, le premier contrôle technique doit intervenir au plus tard. Avant 2 ans, C'est 4 ans, je crois que la première... avant 4 ans. B. Le premier contrôle technique sur une voiture neuve, c'est 4 Il ans. doit Et ensuite, c'est être tous les 2 ans, renouvelé je crois. tous les ans. C. Ce qui est déjà beaucoup. Tous les 2 ans. D. Le premier contrôle technique d'une voiture doit intervenir avant le 4e anniversaire de sa mise en circulation. Ensuite, il doit être renouvelé tous les 2 ans, quelle que soit la distance parcourue. Attention, pour vendre un véhicule de plus de 4 ans, le contrôle technique doit avoir moins de 6 mois. Réponse B et D. Ok. Pour une même quantité d'alcool absorbé, les effets de l'alcool sont plus marqués chez un buveur régulier. Réponse A. Chez un buveur occasionnel. Réponse B. La question qui va dire, il faut que vous soyez habitué en fait à boire. Pour une même quantité d'alcool absorbé, les effets de l'alcool sont plus marqués chez un buveur occasionnel. Bah oui. On pourrait penser que ce sont les buveurs invétérés, c'est-à-dire ceux qui boivent souvent, qui sont les Ceux plus qui ont pas sensibles l'habitude. aux effets de l'alcool. Mais c'est l'inverse. C'est chez les buveurs occasionnels que ces effets sont les plus importants. Vertige, allongement du temps de réaction et apparition plus rapide de la fatigue. Réponse B. Yes. Hop là. La nuit, le champ visuel est rétréci. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La reconnaissance des formes est perturbée. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Là, ça va. Les questions sont beaucoup plus faciles que la précédente série. Hein. Des feux. Difficile donc de voir loin, plus particulièrement si je circule en feu de croisement et impossible de voir sur les côtés. Les formes sont aussi plus difficiles à reconnaître puisque certaines surfaces ne reflètent pas la lumière alors que d'autres sont très réfléchissantes. On peut ajouter à cela que les distances et les vitesses peuvent être faussées. La circulation de nuit est un exercice difficile même s'il y a moins de trafic.
Pour preuve, il y a autant de tués la nuit que le jour. Réponse A et C. Un véhicule transporte des matières dangereuses s'il comporte la plaque. C'est le fait Numéro qu'il est 1, oui. un Réponse fond A, orange. non. Là, c'est Réponse juste qu'on ne B, sait pas lequel, mais il y a numéro des 2, matières dangereuses dedans. Oui. Réponse C, non. Réponse D. Si un véhicule comporte l'une ou l'autre de ces plaques, c'est qu'il transporte des matières dangereuses. Je dois donc plus que d'habitude garder mes distances avec lui et le signaler au secours s'il est impliqué dans un accident afin de dépêcher sur place des moyens adaptés. La différence entre ces deux plaques, c'est que celle comportant les numéros permet de savoir exactement ce qui est transporté. Et ouais, Réponse A et C. yes. Avec le seul permis B, je peux conduire une moto ou un scooter de 125 cm3 au bout de 2 ans sans autre formalité. Si j'ai suivi une formation en conduite accompagnée, oui. Réponse A, non. Réponse B. Si j'ai suivi une formation en conduite supervisée, oui. Réponse C, non. Réponse D. Avec le seul permis B, est-ce que je peux conduire un scooter au bout de 2 ans sans autre formalité? Mais... que j'ai suivi ou pas, ça change rien. Je crois que j'ai le droit et j'ai le droit. Avec le permis B, je peux conduire une moto Ah, jusqu'à 125 oui. cm3 de cylindrée. Il y a Ouais, une condition d'accord. cependant, C'est, je dois obligatoirement avoir c'est le suivi une BSR, formation ça adaptée auprès d'un organisme agréé tel qu'une moto-école. Peu importe que j'ai passé mon permis en formation traditionnelle, conduite supervisée ou accompagnée. Si je n'ai pas fait cette formation, je risque d'être condamné lourdement pour une conduite sans permis. Réponse B et D. Formation adaptée auprès d'un organisme. C'est pas le BSR? Enfin, ça a peut-être changé du coup. Ok. Bon. Gros viandage. J'ai conduit sans permis. Oups. Bon. Encore une série de 10. Hop. J'ai oublié de charger mon téléphone. Je vais charger mon chargeur. La chaussée est à sens unique. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dépasse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Hop là. Et ben là-haut, les filles, c'est grosse ronflette. Les filles font maxi dodo. Elles se reposent bien, les filles. Hop. Voilà. Chargeur. La chaussée est à sens unique. Oui, comme l'indique la ligne blanche continue, machin. Hein, c'est simplement qu'il y a une... On est sur l'autoroute, sur une portion qui est limitée à 110. On est sur une voie chaussée séparée. Il est en intervention. Je ne double pas un véhicule comme ça. Lorsque les panneaux sont Parce que devant lui, implantés ça va à être encore gauche pire. et à Ça droite, va glisser à mort. c'est que la chaussée Aïe est à sens unique. Évidemment, Sinon, je suis ils ne tapé. sont implantés que du côté droit. Mais il est interdit Le de coude. dépasser un engin de déneigement ou de salage en action. Ces feux bleus, ou parfois orange, l'indiquent. Même s'il n'était pas en action, ou s'il s'agissait d'une voiture, la manœuvre ne serait pas du tout recommandée. Les deux actions sur le volant, pour changer de voie puis me rabattre, pourraient déséquilibrer ma voiture et provoquer un tête-à-queue. Ici, je reste derrière et je m'éloigne pour des raisons évidentes de sécurité. Réponse A et D. Si la circulation alternée est décrétée pour cause de pollution, ce véhicule peut être interdit de circuler les jours. Pair, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Impair, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Il peut être interdit en cas de circulation alternée. Il ne pourra pas être interdit de circuler les jours pairs. Par contre, si on était en circulation restreinte, oui. Afin de Mais c'est pas la question. pollution déjà existante, il arrive que la circulation alternée soit décrétée.
Ma voiture peut être concernée si elle ne fonctionne qu'à l'essence ou qu'au gazole et qu'elle est munie d'un pot catalytique. Sans ce dispositif, j'ai tout simplement interdiction de circuler pendant toute la période de restriction. Je dois me référer au numéro de la plaque d'immatriculation. Si le dernier chiffre est pair ou le dernier chiffre du bloc de gauche pour les anciennes plaques, je ne peux circuler que les jours pairs. Le 2, 4, 6, 18 ou 30 du mois. Ici, le dernier chiffre de ma plaque est pair. Le 4, on ne prend pas en compte les chiffres du département. Je suis donc autorisée à circuler les jours pairs uniquement. Les autres jours, je devrais utiliser un véhicule autorisé, ou mieux, marcher, prendre mon vélo, utiliser Marcher. les transports en commun ou opter pour le covoiturage. Réponse B et C. Ça fait quand même 37 km pour aller à mon boulot. Si j'ai effectué une fausse déclaration à mon assureur, conduite au nom des parents, accident non mentionné, je risque de ne pas être remboursé en cas d'accident. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Que mon contrat soit résilié. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ça se fait plaisir, mademoiselle Jeanne Dupont, là, à rouler en DeLorean. Vous avez vu? C'est beau, hein? Faudrait flasher ça pour voir si ça marche. Réduire. Donc, tac, tac, voilà. En cas de fausse déclaration intentionnelle à son assureur, comme la non-déclaration de sinistres antérieurs au contrat, une condamnation pour conduite sous l'emprise de l'alcool, ou encore un véhicule déclaré au nom d'un tiers pour profiter de son bonus, les sanctions peuvent être lourdes. Le contrat peut être résilié ou déclaré nul en cas d'accident. L'assuré peut être condamné à devoir rembourser les indemnisations versées par l'assureur. Réponse A et C. Et ça rigole 0. Je peux stationner du côté droit, réponse A. Du côté gauche, réponse B. J'entre dans un emplacement de préférence en marche avant, réponse C. En marche arrière, réponse D. Je peux stationner des deux côtés. Je peux stationner des deux côtés. Les flèches au sol m'informent que la circulation est à sens unique sur ce parking. Je peux donc au choix stationner du côté droit ou du côté gauche. En revanche, j'entre en marche arrière sur l'emplacement. Cela me permettra d'avoir une meilleure visibilité Oh là là. en repartant, surtout si une camionnette se gare juste à côté de moi. Réponse A, B et D. Je crois que la Monster n'a pas suffi. Le premier contrôle technique d'une voiture doit avoir lieu avant. Bah oui, 2 mais ça c'est ans. bien compris. Réponse A. 3 ans. Réponse B. 4 ans. 4 ans. Le premier Réponse. contrôle technique d'une voiture, voilà. Le premier Coucou contrôle Haru, comment ça doit va? avoir lieu dans les semaines qui précèdent le 4e anniversaire de la voiture. Il suffit de se reporter au certificat d'immatriculation pour connaître la date de sa mise en circulation. Par la suite, s'il est satisfaisant, il devra être renouvelé tous les 2 ans ou plus tard. Réponse C. Hop là. 4 ans, bien et toi? Bah, je vais prendre ma tension parce que je me sens un peu raplapla. Je vais... si vous voulez un peu de tension, je vous en donne. Je pense que là, c'est minimum syndical. Hop. Les effets sur la conduite d'un médicament comportant ce pictogramme sont les mêmes pour tous les individus. Réponse A. Varie selon les individus. Réponse B. Je vois que tu révisais le code que j'ai passé 2 fois et 2 fois je l'ai eu du premier coup. Et bah bien joué. Moi je suis pas prêt de le passer là. Hein. Il y a encore du boulot. Tout à l'heure j'ai fait un enchaînement de 5 erreurs. C'était très très vilain. Les effets sur la conduite d'un médicament comportant ce pictogramme varient selon les individus. Oui, il faut prendre conseil avec un Les effets professionnel d'un médical. médicament peuvent varier d'un individu à l'autre. Ainsi, un médicament censé avoir des répercussions faibles à modérées sur la conduite pour la majorité des individus peut avoir aucun effet indésirable sur 11-6. certains, ou au contraire, des effets décuplés. Je m'attendais à pire. Méfiance donc dès lors qu'un médicament comporte ce pictogramme, quelle que soit sa couleur. Bien lire la notice, éviter de prendre le volant et mieux vaut demander conseil Voilà. à un médecin. Niveau ou à un 2, pharmacien faites attention, en cas de demandez doute. conseil. Réponse B. Oui, normal, pas mis B et D, oui, c'est ce que je me suis dit. On ressent que t'as une petite voix. Oh non, oh bah non, c'est pas drôle si ça se ressent. Ça veut dire que ça va vous ennuyer, ça va vous endormir. Ah La non, c'est taille pas des drôle. panneaux varie selon la vitesse maximale autorisée, oui, réponse A, non, réponse B, la largeur de la route, oui, réponse C,
Non. Réponse D. Alors là, je suis embêté. La taille des panneaux varie selon la vitesse maximale autorisée. Bon, ça va. Tout va bien alors. La vitesse maximale autorisée... Oui, il me semble que oui. Étant donné que les panneaux 130 sur l'autoroute sont plus gros pour être vus de plus loin. Donc, le A, c'est sûr. Oh, désolé. Vache. J'ai pas réussi à le retenir, celui-là. Par contre, la largeur de la route, je dirais également non. Moi, je dirais aussi A et D. Parce que la largeur de la route n'a aucun rapport avec ça. Si la route est plus large ou moins large, le panneau, ça reste un panneau. C'est la vitesse qui décide, puisque ça permet de déterminer à quelle distance il devrait être vu. La taille J'aurais du répondu panneau ça. a effectivement Impeccable. un lien avec la limitation de vitesse d'une route et non sa largeur. Ainsi, plus les vitesses autorisées sont hautes, plus les panneaux sont grands, comme par exemple sur l'autoroute. L'objectif, qu'ils soient toujours visibles de loin afin que le conducteur ait le temps de les prendre en compte. Si j'ai du mal à lire les panneaux, c'est donc soit que je roule trop vite, soit que je dois faire contrôler ma vue. Réponse A et D. Très bien. La commande qui permet de régler l'intensité lumineuse du tableau de bord est le thermostat. Le thermostat, réponse c'est autre A, chose. Le calorstat. Le calorstat. Réponse B. Le rhéostat. Réponse C. Je crois que c'est le rhéostat. C'est quoi le calorstat? Sur la plupart des voitures, il est possible de régler l'intensité Oui. lumineuse. Thermostat, du tableau c'est de autre bord. chose par rapport à la température. L'objectif étant de réduire cette luminosité pour circuler de nuit lorsque la route n'est pas éclairée, afin que le conducteur Yes. voit mieux et reste concentré sur la partie de la route éclairée par ses feux. La commande qui permet ce réglage s'appelle le rhéostat. Le calorstat est une pièce du circuit de refroidissement qui permet de réguler la température du moteur, ouais. et le thermostat Oui, permet bah oui. de régler la chaleur dans l'habitacle. Il n'y a donc aucun rapport. Réponse C. Le calorstat est une pièce du circuit de refroidissement qui permet de réguler la température du moteur. C'est la première fois que j'entends le mot calorstat. Alors là, Généralement, le régulateur de vitesse stabilise l'allure automatiquement. En montée, oui, réponse A. Non, réponse B. En descente, oui, réponse C. Non, réponse D. Ouais, je sais plus d'où ça sort l'origine. Non, moi non plus. Je sais plus. Le régulateur de vitesse ne stabilise pas automatiquement en descente. Il faut faire attention puisqu'on peut se retrouver en excès de vitesse. En montée, qu'est-ce qu'il en est? Je ne sais plus. En montée, ça voudrait dire qu'il accélère automatiquement. Il me semble que c'est B et D. Oh non, j'avais fait un sans faute sur Un cette régulateur de série-là. vitesse classique, en opposition au régulateur de vitesse adaptatif, peut maintenir l'allure automatiquement dans une montée si la puissance du moteur et le rapport de la boîte de vitesse le permet. En revanche, il n'agit pas sur les freins, donc en descente, le risque d'être en excès de vitesse existe. Oui, ça, la c'était voiture ok. peut dépasser la vitesse programmée. Oh. Réponse A et D. Bon, après, ça a été très mauvais aujourd'hui. Hein. Globalement, les résultats étaient vraiment pas bons sur les questions. Alors, à l'arrêt, je continue à surveiller les rétros, je peux consulter mon téléphone. Bah non, je continue de surveiller les rétros et je... À l'arrêt, je continue à surveiller Oui les et non. rétroviseurs. Oui. Je pense que là, il n'y a pas de... Réponse A. Je Non. reviens, ça Réponse marche. B. Repose-toi Je peux consulter d'accord. mon téléphone. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque je suis en circulation, même si celle-ci est lente ou arrêtée, je reste vigilant et je continue à surveiller mes rétroviseurs pour analyser la situation derrière moi et sur les côtés. Donc, interdiction d'utiliser son téléphone pour appeler ou consulter mes messages. C'est très dangereux et je peux être verbalisé si je ne respecte pas cette interdiction, même à l'arrêt dans un embouteillage ou à un feu rouge. Réponse A et D. Ah là là, 9 sur 10. Bon, c'était pas brillant aujourd'hui. Hein. Là, j'ai fait combien? Bref, j'ai fait trop d'erreurs. Vraiment trop d'erreurs aujourd'hui. Une seule étoile, ça m'arrive jamais. Et bah, c'est pas brillant. On va faire de la survie pour finir.
Oh, je baille tellement, pardon. Oh. Allez. Essayez d'enchaîner un maximum de bonnes réponses, mais c'est pas gagné. Le moteur tourne. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Oui, c'est Je peux allumé. partir immédiatement. On est sur un régime qui est au-dessus de 0. Réponse C. Et il y a Non. ça, Réponse D. qui signifie qu'il y a un problème de pression des pneus. Avant le démarrage, il est normal que tous les témoins s'allument. Cela permet de Au moins un vérifier pneu est qu'ils dégonflé. fonctionnent. On l'a déjà eu. Hein. À l'allumage du moteur, l'aiguille du contour, qui indique le régime de rotation du moteur, vient généralement se stabiliser un peu en dessous Je des coupe 1000 parce qu'on l'a tours déjà par eu. minute, On l'a ce qui déjà eu dans les correspond au précédentes... Ah, pardon. Je coupe Seul la... dans ma voiture, sans la parole chargement, de la petite hauteur voix. du feu est réglée On l'a sur déjà eu. 3. Je risque d'éblouir les usagers arrivant en face. Sans chargement, Réponse oui. A. Non. Réponse B. Les feux éclaireront moins loin. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Seul dans ma voiture... Alors, ça fait... Tac. Si on... Alors, que je... Là, si je fais ça... 3, ça fait comme ça. Oui. Si je suis seul dans ma voiture, je ne risque pas d'éblouir. Par contre, ça éclairera moins loin. Ok, c'est... Si je suis seul dans c'est la un système de voiture bascule. et que celle-ci n'est pas chargée, la commande de réglage Ça va de la éclairer, hauteur du juste, faisceau devrait au pied de la être réglée voiture, quoi. sur 0, ce qui correspond à la hauteur maximale du faisceau. Si elle est réglée sur 3, le faisceau est trop bas. Je ne risque pas d'éblouir les usagers arrivant en face, mais mes feux éclaireront moins loin, ce qui est dangereux. Réponse B et C. L'équipement qui empêche le blocage des roues lors d'un freinage est l'ABS, réponse A, l'AFU. C'est l'ABS qui évite le blocage des roues lors d'un freinage d'urgence. Le but étant de garder la direction de la voiture opérationnelle. En effet, il est impossible de diriger une voiture si les roues avant sont bloquées. L'AFU est un système qui augmente l'efficacité des freins à leur maximum et parfois déclenche aussi un clignotement de feu stop et des feux de détresse si un freinage d'urgence est détecté. Quant à l'ESP, c'est un système électronique destiné à améliorer le contrôle de la trajectoire. Il n'intervient pas en cas de freinage. Réponse A. Je poursuis le dépassement. Oui. Réponse A. Non. Réponse Je vois pas d'autres B. flèches derrière, donc non... Quoi? Je vois pas d'autres flèches derrière. Ah mais non, il y avait 3 voies. Oh là là, je me suis déjà fait avoir sur celle-là. La flèche de rabattement Une ne se trouve purge pas ce exactement matin. dans ma voie de circulation, mais plutôt sur la gauche. Un coup d'œil dans Ouais, le rétroviseur c'est vrai. me permet de mieux J'ai pas comprendre la regardé le situation. rétro. La chaussée Aïe, comporte aïe, 3 aïe. voies de circulation à sens unique, puisque la ligne de gauche est continue. À mon niveau, elle passe de 3 à 2 voies, et la flèche de rabattement est la dernière de la 3e voie la plus à gauche. La voie dans laquelle je circule n'est donc pas supprimée. Je peux poursuivre le dépassement de ce camion. Réponse A. Je suis pas réveillé. Je ne suis pas réveillé. Oh là là. On va finir avec des panneaux. On va essayer de faire un 10 sur 10 sur les panneaux. Mais j'y crois pas trop ce matin. Hein. J'y crois pas trop ce matin. Indique un accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, train, double ou ensemble de véhicules en large, longueur et supérieure au nombre indiqué. Ok. Ce panneau indique une fin d'autoroute. Interdiction de dépasser tous les véhicules à moteur. Celui-là. Accès interdit aux cyclistes. Descente dangereuse, attention. Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens. Passage à niveau à fonctionnement manuel. Vitesse obligatoire minimum autorisée sur la chaussée.
Interdit accès aux véhicules dont la largeur est supérieure. Eh ben il aura fallu que j'arrive à la fin pour faire un 10 sur 10 sur les panneaux. C'est bien, c'est bien. Allez. on finit les panneaux pour aujourd'hui. Et puis on fera un petit raid. On fera un petit raid à 11h. Accès interdit aux véhicules articulés. Mais je viens de l'avoir. Je viens de l'avoir. Dont le poids total en charge excède le nombre indiqué. Accès interdit dont la longueur... Mais je viens de l'avoir aussi. Ça tourne around. Indique un virage à droite. Indique l'obligation de tourner à droite à la prochaine intersection. Voie de détresse. Annonce une voie de détresse à droite. Indique un arrêt obligatoire au péage. Point de détente. Toilette ouverte au public. Pipi room. Chaussée rétrécie temporairement. Oblige à continuer tout droit à la prochaine intersection. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça y est, j'ai mis en route le cerveau? Ça commence? C'est bon? Ah, 2 10 sur 10 sur les panneaux alors que j'ai fait une vraie purge le reste du temps. Et en plus rapidement. Ce panneau est une descente dangereuse. Oui. Non, ça c'est les voitures qui font plouf. Arrêt obligatoire au péage. Oui, oui, on connaît. Tac. Circulation. Annonce une circulation à double sens. Ah, ça c'est le truc qui m'ennuie. Il annonce une circulation à double sens. Voilà. Cette fois, je me suis pas fait avoir. Indique une intersection. À l'intersection, les usagers devront céder le passage aux véhicules venant de droite. Ce panneau indique une fin de limitation de vitesse. Succession de virages dont le premier est à gauche. Chaussée rétrécie par la droite. Impasse. Celui-là. Interdiction de stationner et de s'arrêter. Interdiction de stationner et de s'arrêter. Non, mais oui, je voyais celui-là, mais je me disais, mais non, ça fait un X, dommage. Et je me disais, il manque le bleu. Bon, très bien. Indique un accès interdit à tous les véhicules à moteur. Ok. Ouh. Accès interdit aux piétons. Accès interdit aux véhicules de transport en commun de personnes. Descente dangereuse, oui, on l'a déjà pas mal depuis tout à l'heure. Fin de route pour automobile. Débouché de cyclistes venant de droite ou de gauche. Oblige à continuer tout droit à la prochaine intersection. Danger de projection de gravillon. Oui, celui-là il est toujours en jaune. Chaussée rétrécie par la droite. Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens. Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens. Obligation de tourner à droite avant le panneau. Obligation de tourner à droite avant le panneau. Oui. Bon, bah ça va quand même mieux à la fin. Après c'est les panneaux, c'est encore différent de d'habitude. Allez, dernière série de 10 et on fait un raid. On fait comme ça. Ce panneau annonce un accès interdit au cyclomoteur. Accès interdit. Mais zut. Contournement obligatoire par la droite. Contournement obligatoire. Contournement obligatoire. Voilà, contournement. Indique la priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.
point de vue. Danger devant latéral dangereux. Voilà. Débouché de cyclistes venant de droite ou de gauche. On l'a eu il n'y a pas longtemps. Hop. Présence de signaux lumineux réglant la circulation. Ah, zut! Oui, réglant la circulation, c'est temporaire, puisqu'il y a des travaux. J'ai été trop vite. Vitesse obligatoire minimum autorisée sur la chaussée. Voilà. Passage d'animaux sauvages. Ok. Et enfin, ce panneau annonce un accès interdit aux véhicules de transport en commun de personnes. On l'a déjà eu, c'est celui-là. Bon. Ok. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était pas foufou. C'était pas foufou, il y a encore du boulot. Et il n'y a pas du boulot que dans le code, il y a aussi du boulot aujourd'hui. C'est pas à l'hôtel, mais il y a des choses à faire. On va faire un petit raid. On va raid qui? Alors, on va raid qui ce matin? Alors, il y a plusieurs copains qui stream. Je crois qu'on ne l'a jamais raid. Donc, ça va être l'occasion. C'est Hélas TV. Et ce matin, c'est un portrait de Johnny Cash qu'il nous réalise, encore une fois, au charbon. Vous allez voir, il a du talent, ce garçon. Il a vraiment du talent. Hop. Je vous fais des bisous. On se retrouve demain de 23h à 1h30 pour Don't Die Minerva. Ça va être de l'horreur choupinette. Hein. Après jeudi dernier, je voulais que ce soit un truc plus réconfortant, ce qui sera le cas. Voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et une bonne journée. Et désolé pour les scores d'aujourd'hui. Salut.